Maëlys est en équipe de France d'escalade. Elle est étudiante en 3e année de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Une filière qui offre la perspective de pouvoir se former à plusieurs métiers. J'ai choisi la filière STAPS parce que le milieu sportif m'a toujours plu. Même si je ne savais pas précisément ce que j'allais faire après, je savais que je trouverais un métier qui me correspondrait. Maëlys, que penses-tu faire après ta licence? Les 5-6 prochaines années, je vais me consacrer prioritairement à l'entraînement et la compétition. Ça m'intéresse d'autant plus d'approfondir mes connaissances en entraînement. C'est pourquoi je vais m'orienter vers un master entraînement. Et comment tu organises ta formation? Grâce à mon statut de sportif de haut niveau, j'ai pu aménager mes 2 premières années en 4 ans. Pour la suite, je sais que c'est également possible de faire une formation en alternance. La solution de l'alternance, c'est de se construire une expérience professionnelle tout en assurant sa formation. Le Carrefour Sport Talent, c'est le lieu de toutes les réponses que tu attends au sujet des métiers et des formations. Avec une fédération bien représentée, c'est la Fédération française de taekwondo qui a bien préparé le travail, le terrain avec les entreprises. Nous avons David Robert qui est présent ici, responsable du suivi socio-professionnel du taekwondo. À ses côtés, Magda Vitenin, qui est étudiante en administration des échanges internationaux et qui est en contrat d'alternance au CIC, au service ressources humaines, c'est bien cela? Alors, elle est quand même vice-championne d'Europe senior et championne du monde junior. Pas rien. Donc, s'il y a des basketteurs qui n'écoutent pas, je vous l'envoie. Elle peut faire très mal. Bon, c'était pour détendre, alors là, ça ne détend pas du tout. Philippe Paoli, responsable des ressources humaines, Crédit Mutuel Île-de-France, CIC. Donc voilà, vous avez travaillé donc avec le taekwondo. Nous avons également Vincent Lecroller, qui est entraîneur national et responsable du pôle France pendant 7 ans. Vous, c'est du hockey sur gazon. Et vous êtes maintenant DTN adjoint en charge des formations. Et puis, je vais vous présenter un monsieur qui est là. Alors, il est vice-président de la région Grand Est en charge des sports depuis 2017. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'importance dans l'Est de la France. C'est un éleveur de champions. Et quand je vous dis un éleveur de champions, il a 3 enfants. Il en a un qui a joué au handball correctement. Il y en a un autre qui a joué en première division et qui est manager de Célestat, c'est cela. Puis alors, le dernier, il va peut-être vous parler. C'est pas un quadragénaire, c'est un quadragéneur. C'est un garçon qui occasionnellement est 2 fois champion olympique, qui est 5 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe, qui est juste le meilleur gardien de handball au monde, c'est Thierry Omeyer. Et nous avons la chance d'avoir son papa, Jean-Paul Omeyer, qui est en notre compagnie et qui donc, à ce titre, est présent parce qu'il sait ce que c'est que faire du sport de haut niveau. Il en a fait en tant que handballeur et il sait ce que c'est qu'avoir des enfants qui sont sportifs de très très haut niveau, ce que je l'espère vous allez devenir prochainement. Alors, première question, on va la poser tout naturellement à Magda Vitenin. Le micro est là. Magda, toi tu es sportive en activité, sportive de haut niveau, mais tu as envie parallèlement eh bien, à ta vie sportive de préparer ta vie professionnelle, de réussir ce double projet. Et ça passe par l'alternance. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc c'est vrai que j'ai toujours eu comme objectif de préparer ma vie professionnelle et surtout ma période donc, après le sport. Donc c'est vrai que l'alternance, ça a vraiment permis de répondre à ce besoin par rapport au fait que je peux valider mon diplôme et en même temps donc, avoir une expérience professionnelle qui me permettra, donc, après ma carrière, quand je voudrais aller sur le marché du travail, de pouvoir montrer mon CV et de pouvoir dire à mon futur patron que j'ai déjà un peu d'expérience. Donc Magda, concrètement, toi, tu as eu ton diplôme de... Donc j'ai eu ma licence l'année dernière et cette année, je suis en master ressources humaines. En ressources humaines. Et donc, pour avoir de l'expérience, tu as pu trouver une entreprise qui t'accueille, qui joue le jeu, c'est-à-dire qu'il te demande de travailler, mais il te laisse aussi des plages de temps libre pour les compétitions et pour t'entraîner. Oui, donc j'ai un emploi du temps professionnel aménagé. Je vais au CIC donc 2 fois par semaine. Je fais 3 heures le mercredi et 3 heures le jeudi. Donc c'est vrai que ça me permet de pouvoir m'entraîner, aussi bien sûr d'avoir un revenu. En tant que sportif, c'est aussi important. Donc un revenu, un avenir qui se prépare professionnellement, aussi une façon de relativiser, de s'aérer la tête, parce que ce n'est pas que le sport, tu as un autre centre d'intérêt, c'est possible grâce au CIC. Alors on a ici le responsable des ressources humaines du Crédit Mutuel d'Île-de-France et du CIC, c'est Philippe Paoli. Philippe, déjà...
quel est l'intérêt pour vous d'aller chercher des étudiants sportifs de haut niveau pour les accueillir dans votre entreprise et qu'est-ce que vous leur apportez? Alors, bonjour. Déjà, au-delà du fait qu'ils soient sportifs, on aime bien travailler avec des jeunes dans le cadre de l'alternance parce que... On va juste mettre bien le micro devant la oui. bouche parce qu'avec la pluie, voilà, merci. Oui, donc on aime bien accueillir des jeunes dans ce cadre-là parce que, quelque part, ça va être notre vivier de demain. Alors, pour Magda, c'est les ressources humaines, pour d'autres, c'est du commercial, pour d'autres, c'est du juridique, etc. Donc, l'alternance, c'est quelque chose qui se construit. Dans le cadre de Magda, on en parlait tout à l'heure, il y a une triple contrainte, puisqu'il y a la contrainte des études, du sport et de la vie professionnelle. Mais pour nous, c'est un plus parce que ça nous apporte aussi une autre vision du monde professionnel. Ça nous permet d'être connus aussi dans un autre environnement. Et c'est un enrichissement, quoi. C'est quelque chose que vous faites avec uniquement le taekwondo ou alors on peut l'imaginer le faire avec d'autres sports, des sports collectifs, le basket par exemple? On n'est pas lié avec un sport en particulier, on l'a fait avec le taekwondo. C'est la première fois qu'au niveau des ressources humaines, on le fait avec le taekwondo. Le principe, ça restera le même, que ce soit un sport ou un autre. Après, il faut effectivement que ça puisse se combiner avec le travail, puisqu'il y a un aspect quand même professionnel. Donc il faut aussi un investissement sur la partie professionnelle. Pour finir cette partie sur le taekwondo, on y reviendra tout à l'heure, mais David Robert, vous êtes responsable du suivi socio-professionnel du taekwondo. Vous êtes une fédération qui s'est mise en avant en se disant, bah voilà, nos sportifs, on a envie qu'ils aient des résultats, on a envie surtout qu'ils aient une après-carrière, et ça se prépare dès maintenant. Alors bonjour à tous. Alors je ne sais pas si nous on s'est mis en avant, mais en tout cas la politique fédérale elle est très claire, c'est-à-dire comment optimiser la préparation et l'après-carrière pendant la carrière. Et fort de cette volonté, il est extrêmement important pour la fédération, pour moi, d'aller regarder toutes les pistes possibles. Donc là, c'est vrai qu'on parle de l'alternance, il y en a d'autres, mais en tout cas sur la question de l'alternance, c'est relativement simple. Quand on regarde les chiffres en termes d'employabilité et lorsqu'on regarde aussi les questions de recrutement pour un employeur, à diplôme équivalent, celui qui est issu du cursus alternant, contrat de pro ou contrat d'apprentissage, est très souvent privilégié sur la question d'opérationnalité, de l'employabilité. Ensuite, pour nous, c'est avec le partenariat effectivement Crédit Mutuel CIC. L'idée, ça a été de mettre en place des rencontres régulières parce que c'est vrai que là, on voit la question et la signature du contrat d'alternant, mais au préalable, il y a différentes étapes et dont une qui est essentielle, c'est la qualité du projet pour l'alternant. C'est-à-dire autant lorsqu'on va envisager un recrutement via l'alternance, il faut que le sportif est un véritable projet qui a été éprouvé, qui a été testé, qui a été confirmé sur le terrain. Pourquoi? Parce que les sportifs que nous avons sont liés à deux items, la question de l'entraînement et la question de la formation. Et comme on le disait tout à l'heure, on passe d'une situation bicéphale, à deux têtes, à une situation tricéphale. Et il faut conjuguer impérativement, sans pour autant augmenter la charge de travail, la question de la formation, la question de l'exigence entreprise et la question bien évidemment de la performance. Alors c'est très intéressant parce que vous avez bien compris, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que quand on a de la formation et que l'on est accueilli dans une entreprise, on a plus de chances après quand on a de l'expérience professionnelle de trouver un emploi. C'est quelque chose d'important parce que vous aujourd'hui, on vous donne des cours théoriques, on ne vous apprend pas comment ça se passe dans les entreprises et ça c'est quelque chose qui ne s'apprend qu'en entreprise. Avant de revenir vers vous, Philippe Paoli, je voudrais qu'on voit un peu comment ça se déroule dans une région, le Grand Est de la France. Monsieur Omeyer, vous avez des chiffres, vous êtes confronté également à des athlètes dans différents sports qui veulent se préparer. Concrètement, comment ça se met en place et comment ça se passe, tout simplement? Bonjour à tous. Effectivement, d'abord, en tant que père de famille, 3 enfants qui veulent faire du sport de haut niveau, on se pose quand même la question de savoir qu'est-ce que ça va donner si ça ne marche pas. Ça a à peu près bien marché, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est une question récurrente chez les parents, mais aussi chez les sportifs et auxquels ils ne savent pas répondre.
On a donc mis en place, il y a 10 ans, une association pour la promotion des sports et des métiers d'animation qui nous a permis de répondre à la demande au niveau de la formation en alternance pour les métiers du sport. Donc en 2008, on a commencé avec 60, aujourd'hui il y en a 340. Sur ces 340, 84% ont réussi leur examen et 92% de ces 84% ont un emploi en CDI. Donc en clair, vous êtes parti avec 80 il y a très 60, exactement 10 ans. Vous avez multiplié de 450%. Tout à fait. Et aujourd'hui, 4 Oui. sur 5 de ces 300 et quelques. Voilà. Alors à côté de ont trouvé un ça, emploi. il y a 3 ans, en 2015, on a ouvert le dispositif pour les sportifs de haut niveau. Sportifs de haut niveau, c'est une problématique particulière. Il y a l'entraînement, il y a les besoins de déplacement, il y a les stages, il y a les sélections. La Et il faut en récupération. tenir compte. Mais à côté de ça, c'est aussi des profils encore plus intéressants pour les entreprises par leur capacité à gérer le stress, à se fixer des objectifs, se donner les moyens et travailler en équipe. Donc on a mis en place ce dispositif d'accompagnement individualisé pour les sportifs de haut niveau qui le souhaitent. Bien entendu, en mettant en place des contrats en alternance, on avait fait de la préfiguration en poussant l'apprentissage à 31 ans. Ce qui a d'ailleurs été extrêmement attractif pour des sportifs qui étaient déjà engagés dans des carrières relativement longues et qui voyaient arriver fin de carrière sans savoir quoi faire derrière. L'objectif était d'abord de sécuriser, effectivement avec un salaire à la fin du mois, mais aussi une couverture sociale et cotisation de retraite. En même temps, préparer un diplôme qualifiant, trouver une entreprise et adapter les temps de présence et de travail, d'études et de performance. Je rappelle que les lois qui avaient été faites en novembre 2015 sur le statut du sportif de haut niveau permettent de prolonger l'apprentissage jusqu'à 5 ans. Donc on utilise chaque fois que c'est nécessaire l'ensemble des outils qui existent pour construire un parcours individuel. Sur les 3 premières promotions, bon la 3e vient de démarrer, mais 2015, 16 et 17, nous avons testé le dispositif en 2015, lancé 2016-17. On a 65 sportifs de haut niveau en entreprise. On en a d'autres à peu près autant dans des clubs, sur les métiers du football entre autres, et qui débouchent sur des emplois associatifs. Mais les 65 sont dans des contrats en entreprise. Et ça va du CAP de boucher ou de mécanicien jusqu'au Master 2 en management, en gestion, en événementiel. Donc un éventail très très large qui Tout à concerne fait. tous les métiers. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de ceux que nous suivons, 52% ont quitté la formation et travaillent dans l'entreprise. 35 sont encore en formation. Il y a 4% qui ont abandonné parce que ça participe aussi d'un choix personnel. Et il y en a 9% qui travaillent sur une évolution de carrière parce qu'ils ne se sentent pas bien là où ils se sont engagés. Donc grosso modo, sur l'apprentissage aujourd'hui, ce que vous nous dites sur votre région, il y en a 1 sur 20, un peu moins de 1 sur 20 qui a arrêté, sinon 1 sur 2 a Absolument. trouvé déjà un emploi. Absolument. Et on en a 1 sur 3 qui est en recherche d'emploi et c'est bien engagé. Et nous avons un accompagnement individuel, chargé de mission qui suit individuellement pour gérer les situations. Par exemple, une judokate sécurisée professionnellement a réussi à exploser ses performances. Elle a abandonné le cursus qu'on mettait en place avec elle, totalement concerté, pour intégrer l'INSEP, l'équipe de France, et passer à un niveau au-dessus. Ce qui veut dire que paradoxalement, enfin c'est pas paradoxalement, contrairement aux idées reçues, quand on prépare son avenir en faisant de l'alternance, c'est une sécurité, c'est-à-dire c'est la ceinture et les bretelles, et si on se rend compte que ça va bien, c'est peut-être comme tous ces jeunes qui sont la génération 2024, peut-être on vous dit de faire des études, et peut-être qu'on vous dira en 2023-2024, vous arrêtez tout, parce que la priorité, ce seront les Jeux. C'est l'erreur à ne pas faire. Qui ne sera pas perdue. À ne pas faire. Même pour une année des Jeux. Si vous parlez avec Charlotte Lembach, qui était un potentiel médaillable en escrime à Rio, elle a raté ses Jeux. Et elle a dit que c'est parce qu'elle avait arrêté sa formation. Alors c'est un Elle n'a exemple. plus fait que focaliser sur les JO,
Après Rio, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris le cursus qu'on a mis en place. Elle explose aujourd'hui tous ses résultats en Coupe du Monde, en Championnat du Monde. Elle ramasse médaille une année après l'autre. Alors c'est une expérience. Ce matin, avec des cadres, des Krebs, il y avait beaucoup d'autres témoignages. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas une règle. Voilà, ça dépend aussi des individus. C'est pour ça qu'on fait du projet individualisé. Ce qui est le principal, toujours l'athlète au centre du projet. En hockey sur gazon, on aurait pu avoir un sportif venant nous parler de son expérience, mais finalement c'est une bonne nouvelle, on vous a récupéré parce que Vincent, si vous êtes là, ça veut dire que votre sportif Guillaume Deron, il n'est pas présent, il est en Coupe du Monde. Ça faisait plus de 25 ans que l'équipe de France n'était plus allée en Coupe du Monde de hockey sur gazon, je crois. Oui, c'est ça. Bonjour. Et donc, Guillaume est là-bas, et lui, alors, il a eu une expérience particulière dans ce développement par l'alternance. Racontez-nous un peu son histoire et comment c'est venu, comment vous avez mis son projet sur pied. Alors, Guillaume a pu bénéficier, dans le cadre du pacte de performance, d'une alternance pour une formation de paysagiste. Il avait déjà validé une licence en management et organisation des événements, et il a souhaité se reconvertir. Et il a pu mener par la voie de l'apprentissage, ce qui était particulièrement intéressant pour lui, sa formation, en articulant son métier, sa formation et ses entraînements. Alors, son métier, ou plutôt sa formation? Alors, sa formation de paysagiste à l'école du Breuil, donc pas très loin d'ici, avec quand même une présence horaire qui était assez exigeante. Donc paysagiste pour du hockey sur gazon, c'est assez logique jusqu'à maintenant. C'est pas mal. Et donc maintenant, il a travaillé dans les jardins du Sénat, c'est ça, les jardins du Luxembourg? Absolument, il a fait son alternance dans les jardins du Sénat, et puis une fois sa formation terminée, il a travaillé en tant que paysagiste professionnel dans une entreprise près de son club. Son retour, c'est quoi? C'est une sécurité, une assurance. Il se dit, j'ai déjà une expérience pour la suite. Je mets devant ma carrière sportive parce que ça se joue maintenant. Après, je serai rattrapé par les années. Mais j'ai déjà quelque chose de concret. S'il se passe quoi que ce soit sportivement, une blessure ou un coup de moins bien. Là, il a plus que quelque chose de concret parce qu'il a effectivement des compétences et une expérience qu'il a pu accumuler au fil de ces années. Un diplôme en management également, et c'est un hyperactif, il est encore en train de se reconvertir puisque maintenant il suit des études de kiné. Ah oui, d'accord, donc là on est carrément sur le grand écart, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être occupé à côté. Philippe Paoli, c'est important, mais c'est aussi la force de tous ces athlètes, parce qu'ils peuvent aller à l'école, ils supportent 2 entraînements par jour, il y a du stress, il y a la compétition, il y a les transports, il faut savoir forcément s'organiser. Alors justement, je voulais aborder ce point. Je pense qu'il faut une grande organisation, mais aussi il faut une grande capacité d'adaptation, tant pour le jeune qui est en alternance que pour l'entreprise. Parce que pour les sportifs de haut niveau, ça implique beaucoup d'entraînement, etc. Donc cette alternance, elle n'est pas en continu comme on va le trouver dans un cursus classique. Et ça veut dire que c'est un travail encore supplémentaire pour vous et pour l'entreprise de pouvoir adapter ce passage du jeune. Mais c'est très enrichissant, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir quelqu'un qui nous montre cette volonté, qui nous montre qu'il peut poursuivre des études. Et là, on le voit que Magda est en Master 1, donc c'est quand même joli d'arriver jusque-là, quoi. Je vais vous poser une question toute bête, mais aujourd'hui, on sait que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. On fait des économies un peu partout, et les entreprises aussi. Est-ce que pour une entreprise comme le CCI, c'est intéressant de prendre des contrats d'alternance? Ou est-ce que c'est un peu une forme de mécénat déguisé? Vous ne le faites pas par philanthropie quand même, il faut qu'il y ait retour sur investissement. On le fait pas par philanthropie, mais on le fait pas pour gagner de l'argent. On le fait parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, déjà ça fait partie de notre rôle. C'est un renfort pour l'équipe. C'est un vivier aussi peut-être pour demain. On ne sait jamais si demain on a un poste dans les ressources humaines, on se dira tiens, on a vu passer Magda, elle s'est débrouillée comme ça. Peut-être qu'on la prendra. Dans d'autres domaines, je prends beaucoup d'alternants et notre objectif, c'est d'en embaucher 80%. Voilà. Jean-Paul Meyer, vous réagissez. Je voulais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Les études ont été faites au niveau national entre universités, MEDEF, le CNOSF, mais aussi l'AG2R, la mondiale.
mais je préfère m'appuyer sur des expériences de 10 ans en Scandinavie. Quand on embauche des sportifs dans une entreprise, la rentabilité de l'entreprise augmente de 1 à 14% selon le nombre de sportifs qu'on a. Et le sportif en tant que lui-même apporte une productivité de 6 à 9% supérieure à ce que fait quelqu'un qui n'est pas du monde sportif. Voilà. Il faut simplement que le sportif apprenne à parler le même langage qu'un chef d'entreprise et à savoir marier l'image de réussite du sportif avec l'image de réussite de l'entreprise. Bah, déjà, par essence même, le sportif a toujours envie de se dépasser et il n'est pas feignant de nature, a priori, parce que quand on est capable de transpirer sur un stade pour aller chercher des compétences. Réaction également. Oui, réaction sur effectivement la question jusqu'où on est à la frontière de la philanthropie, de l'aide, etc. Non, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Pour n'importe quelle entreprise, recruter un alternant, c'est aussi s'engager à mettre en place un tutorat, un accompagnement. C'est aussi investir pas que sur la question financière, parce que c'est vrai qu'une entreprise qui prend quelqu'un en alternant, elle a une baisse en termes de charges, etc. Mais elle a aussi une augmentation d'un point de vue RH, parce qu'ils ne sont pas juridiquement autonomes, il y a des choses qu'ils peuvent faire ou pas faire. Donc il faut contrôler derrière aussi. Voilà, exactement. Donc il y a une véritable veille et c'est une véritable démarche, la question de l'alternance. Et si on était sur une approche bassement économique, on prend plus de gens avec un moindre coût, bah, finalement le postulat de départ n'est pas le bon. Il faut avoir des entreprises, Jean-Paul, David, qui ont déjà cette philosophie, cette fibre, j'allais dire, entre guillemets, hein, généreuse, cette envie de partager, d'échanger. Ouais. Nos partenaires officiels, c'est la CCI du Grand Est, c'est ProBTP, qui en plus s'occupe de la mobilité de l'ensemble des sportifs qui sont en alternance. Sur cette question de partage en écho, là, c'est très simple. Il faut être très vigilant. C'est vrai que les contrats en alternance sont assez attractifs parce qu'on parle de situation sociale, fiscale, on a un salaire, on a des points retraite, en cas de problème, il y a l'arrêt maladie, il y a l'accident de travail, il y a toutes ces choses-là, c'est vrai. Néanmoins, il faut être vigilant parce que l'alternance n'est pas un espace où on vient se chercher professionnellement, au sens où si le projet de départ, c'est-à-dire, je veux vraiment faire cette filière de formation, je veux faire ce métier, je veux être dans cet emploi. Si ce n'est pas quelque chose qui est complètement confronté au réel, on peut vite être aussi dans des espaces d'échec parce que de découvrir finalement que l'emploi ne plaît pas, on retombe sur des travers de manque d'autonomie, de responsabilité. Or, pour gérer 3 contraintes et être performant dans ces 3 niveaux de contraintes, l'emploi, l'entreprise, la formation et le sport de haut niveau, il faut que ce soit extrêmement clair en matière de projet. C'est pour ça que nous, sur la Fédération française de taekwondo, à chaque fois, quand il y a des départs, et vous avez parlé tout à l'heure d'un échange, d'une volonté, eh ben, c'est parce qu'à un moment, on va accompagner les bases de ce futur partenariat en matière d'emploi et donc de contractualisation d'alternance. Sinon, on risque d'être plutôt sur un ventre mou entre l'échec et la non-satisfaction d'un point de vue de la performance, parce qu'initialement, c'est ça qui nous intéresse. Magda, c'est vrai que toi, tes préoccupations ne sont pas forcément les mêmes que toutes celles des athlètes qui sont là. Il y a beaucoup de basketteurs. Moi, je sais ce qui se passe dans leur tête. Hein. Ils sont là. Les garçons, ils se disent « Ah, il y a Boris Dio, il y a Tony Parker, il y a Fournier et Turiev qui sont là. » Ils se voient plutôt jouer en NBA, hein, porter des maillots des grands clubs, et puis ça se jouera à coups de millions. Je vous le souhaite, mais ça sera pas forcément la réalité. Donc, pour vous, il y en a aussi qui continueront, qui seront professionnels ou semi-professionnels, qui devront assurer leur avenir. C'est pour ça que c'est intéressant. Toi, tu n'as pas vraiment le choix parce que ton sport ne te permet pas de vivre économiquement. Tu ne peux pas être professionnel du taekwondo. C'est sûr que le taekwondo, ce n'est pas un sport très médiatique. On est médiatisé qu'à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc, dès le début de mon entrée à l'INSEP, donc ma famille m'a conseillé de poursuivre mes études. Donc, je me suis orientée vers la licence et maintenant le master. Et puis ensuite, on a décidé de faire l'alternance. Donc, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir avoir une expérience professionnelle. Et aussi donc, un revenu, comme le taekwondo ne paye pas. Donc on a besoin d'avoir un revenu. Voilà pourquoi je me suis orientée vers l'alternance. Est-ce que tu te sens meilleur aujourd'hui quand tu enfiles ta tenue, quand tu combats, quand tu vas à l'entraînement ?
Meilleure Tu te par sens- rapport à quoi? Mieux dans ta tête? Je me sens plus complète. C'est vrai que je sais que j'ai un avenir, je sais que j'ai une expérience professionnelle. C'est vrai que je me sens plus sereine, plus complète. Tu te Prête. sens plus aboutie, plus mûre, j'allais dire, Oui, plus façonnée, plus forte finalement? oui, c'est vrai que je me sens plus mûre. Et puis quand je viens à l'entraînement, je décroche du monde du travail, je décroche de l'entreprise. Ça me permet de couper. Mais quand je suis à l'entreprise, bah, je coupe de l'entraînement. Ça me permet aussi de m'aérer et d'être à 100% dans mes tâches. Alors Magda, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on aura une table ronde dans une demi-heure. Là, les garçons, les filles, tout à l'heure, on parlera de l'aménagement du temps pour mener à bien son double projet professionnel. On aura un garçon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est Benjamin Chevillon, il est là. Benjamin, voilà, il fait du basket fauteuil. Alors, je vais vous dire une chose, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais ça marque, il a joué à Villeneuve d'Ascq, il a joué à Lille, il a joué un peu partout. Et il a été professionnel aux Chicago Bulls. Voilà, vous ne le savez peut-être pas, mais aux Chicago Bulls, dans toutes les franchises d'ailleurs, il y a des équipes WNBA qui n'ont pas le même nom. En revanche, les équipes garçons portent le même nom. Et il y a un championnat handisport, Wiltshire, qui a des équipes. Et donc, il a joué aux Chicago Bulls. Il a travaillé aussi pour les Chicago Bulls et il a un projet. Donc, si vous avez encore un peu de temps après, dans une demi-heure, je vous propose de rester parce que ça, je sais que ça va vous intéresser et son expérience, ça peut valoir le coup. On va revenir avec la Fédération française de hockey sur gazon. Est-ce que vous avez d'autres exemples de contrats qui ont trouvé des formations, des alternances? Oui, on a pas mal de hockeyeurs également qui ont suivi la filière en BTS Management des unités commerciales, qui propose également une alternance puisqu'il y a des stages à faire. Donc avec l'aménagement sportif de haut niveau sur l'INSEP, cette alternance, elle n'est pas systématiquement conduite de la même manière, mais il y a une immersion dans le monde professionnel qui conduit soit à de l'embauche, soit à de la création d'entreprise derrière. Donc notamment un hockeyeur cette année qui est en train de monter sa boîte tout de suite après avoir validé son BTS. Monsieur Meyer, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question sur vos trois garçons, parce que vous avez parlé de l'expérience. Alors on sait que Thierry, 42 ans, il a un palmarès incroyable, et puis son avenir, ça sera peut-être dans le cadre du PSG. De toute façon, il a beaucoup de choses à apporter. Vous avez son frère jumeau qui, lui, a joué à Célestat et qui est manager, qui est passé aussi par des études. Je crois qu'il est passé à Limoges. C'est cela, non? Il est passé par la formation de droit à Limoges. Professionnel, 17 ans. Il a fait une licence de prof de sport, une maîtrise de gestion, une maîtrise d'entraînement. Et en ensuite, étant en compétition tous les week-ends. Tout à fait. Et ensuite, il a préparé, tout en continuant à jouer, le diplôme de manager de club professionnel à Limoges. Voilà, qui a un diplôme bac plus 5. Oui, et de niveau européen. Alors, c'est un diplôme très intéressant. On en est loin. Il faut savoir quand même que c'est un diplôme... qui est réservé à une élite intellectuelle, mais on considère que les sportifs de haut niveau, même s'ils ne sont pas allés à l'école, eh bien, ont un bagage intellectuel, scolaire, une expérience qui est due à leur carrière sportive. Et donc, on peut aller dans cet endroit où beaucoup de gens sont allés, je pense entre autres des basketteurs, Richard Dacoury ou d'autres personnes qui sont aujourd'hui managers de grands clubs de Pro A. Et donc, Thierry, lui... a re-signé pour 4 ans au PSG, donc sa dernière année comme joueur, et ensuite 3 ans responsable de la performance, et il termine cette année aussi le diplôme à Limoges, et il a terminé son diplôme d'expert entraîneur. Donc il va rester évidemment dans le milieu du hand, et le troisième a pas été professionnel, il joue en championnat de France, mais en même temps il a fait ses études et il est prof des écoles. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est intéressant aussi si vous êtes professionnel en basket. Quand ça s'arrête, il y a des possibilités de rester manager, directeur sportif, s'occuper du marketing, c'est-à-dire tout ce qui se vend autour du club, la billetterie, les maillots, travailler avec les sponsors. C'est quelque chose aussi qui existe parce que le sport, ce n'est pas simplement des résultats, c'est un spectacle sportif. Et aujourd'hui, quand on parle du sport, y a un budget qui est une masse salariale pour les sportifs, et puis il y a tout ce qui se trouve autour, comment accueillir les gens, comment se développer à l'international, et c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Ça, c'est le débat de la gouvernance et du financement du sport en France, c'est aussi en cours. Philippe Paoli, ça vous pousse à continuer dans ce partenariat, ou alors vous pensez que chaque entreprise a un nombre de places limité pour bien accueillir des sportifs?
Alors c'est vrai que pour accueillir quelqu'un, un sportif, un étudiant, il faut bien l'accueillir. Donc il faut pouvoir l'encadrer. Il faut avoir des gens, un tuteur qui soit prêt à le faire. Il faut avoir une organisation pour ça. Mais c'est enthousiasmant, surtout avec l'exemple que nous donne M. Omeyer. Avec de la volonté, on peut réussir. Et je suis persuadé que ça va contribuer aussi, comme vous le disiez, au résultat de l'entreprise. Parce que quand on a des gens motivés, eh bien, c'est toujours un apport, quel que soit le domaine, quoi. Donc oui, j'espère qu'on pourra continuer dans cette voie-là, quoi. Si on avait un message quand même avant de conclure à passer, il y aura peut-être quelques questions, mais c'est quoi le secret de la réussite? C'est anticiper, travailler, y croire, ne rien lâcher? Ça, je pense qu'on va laisser répondre notre sportive. Magda? Mais pour moi, je trouve que c'est l'organisation, parce que c'est vrai qu'il faut préparer les examens, il faut aussi fournir un travail pour l'entreprise, donc c'est vrai qu'il faut être extrêmement organisé. David, Robert, vous avez d'autres exemples aussi au taekwondo? Oui, on en a quelques-uns. En fait, depuis la loi du 27 novembre donc 2015, qui a vraiment créé à la fois la fonction de responsable du suivi socio-pro, mais aussi qui a mis en perspective l'adaptation des dispositifs existants à destination des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, nous, on a l'opportunité d'en avoir plusieurs. Que ce soit sur des contrats d'alternance avec des grands groupes, Eiffage. On est aussi en partenariat évidemment avec d'autres grands groupes SNCF, même si on n'est pas sur des contrats d'alternants. Mais en tout cas, finalement, c'est la question du contrat d'alternance, c'est juste un moyen supplémentaire d'accompagner au mieux et d'anticiper au mieux la question de la carrière, de l'après-carrière, pardon. Et donc ça renvoie à deux choses par rapport à ce que vient de dire Magda. La question de la force du projet et l'autonomie dans le travail. C'est-à-dire que sur les différents contrats d'alternance qu'on a pu signer entre les athlètes de la Fédération française de taekwondo et les autres entreprises, à chaque fois, ça a été fait de façon singulière, mais les deux points communs, c'est la question de la force et la détermination du projet et l'autonomie dans le travail. Claire, c'est quand on prépare son avenir, on ne se bouge pas son avenir sportif, au contraire, on se l'ouvre. Exactement. Magda a dit quelque chose d'important, elle a dit ça m'aère. Derrière cette question d'aération, c'est aussi la possibilité de faire un pas de côté sur une pression qu'on se mettrait, une pression disproportionnée pardon. On relativise. On relativise, on prend son temps, on casse le rythme. Et finalement, c'est pas mal en termes de zone de confort parce que ça évite d'y être. Et un athlète performant, c'est un athlète qui est capable de s'adapter en dehors de sa zone de confort. Est-ce qu'il y a quelques questions que vous avez envie de poser? Ça fait 2 fois que la table ronde est parfaite. Écoutez, ce que je vous propose peut-être, c'est s'il y a des questions qui suivent, que vous y répondiez peut-être individuellement. C'est peut-être plus facile parfois de venir voir les intervenants. En tout cas, je voulais vous remercier. Magda, avec également David, Robert, le taekwondo. Merci également Philippe. Merci Jean-Paul Omeyer. Rentrez bien parce que je sais que vous n'avez même pas le temps d'aller du côté du PSG voir vos enfants. Directement les réunions. Et puis merci également à Vincent Lecroller. Et puis on croise les doigts pour l'équipe de France de hockey sur gazon qui sera qualifiée pour les Jeux de Paris 2024. Voilà, qui sera qualifié. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve, je l'espère peut-être tout à l'heure, pour parler de l'organisation de l'emploi du temps, pour bien gérer ce double projet. Merci.